voir ce qu'il y a comme entrée, ce qu'il y a comme sortie. C'est déjà important. Lorsqu'elle va grandir un peu plus, elle aura besoin d'avoir une comptabilité tenue par une autre personne. Mais pour l'instant, et au niveau de l'ANPME, nous avons eu à former les entreprises sur le journal de caisse, sur les fiches de stock, sur un certain nombre de choses, pour permettre à ces chefs d'entreprise, à eux-mêmes, s'ils n'ont pas de comptable, de pouvoir tout au moins remplir ces documents. Je crois que c'est déjà important qu'elle ait déjà ce journal de caisse. C'est important qu'elle puisse savoir un peu comment ça se passe sur le plan financier au niveau de son entreprise. Sinon, ce serait catastrophique. Il y a une chose qui me taraude l'esprit, c'est toute cette ingéniosité que vous avez dans la fabrication. Vous réfléchissez à produire les choses, mais comment se présente le marché? Est-ce que les gens ils vont spontanément vers vous ou bien c'est vous qui leur proposez certains produits de votre réflexion? Comment ça se comporte le marché? Je vous remercie particulièrement pour cette question parce que c'est ça ma vraie difficulté pour mon entreprise. Pourquoi? Parce que le marché, premièrement, je fais deux choses. Il y a le côté soudure à lac et le côté fabrication. Le marché soudure à lac, les clients sont bornés. Je dirais, bon, nos soudeurs, ils ont déjà... Oui, on les a calés dans une façon de faire. Ce qui fait que quand quelqu'un vient dire, je cherche telle chose, il ne cherche pas à savoir, non. Qu'est-ce que vous voulez utiliser? Quel type de matière première? Quelle épaisseur de tôle? Quel type de... Si c'est tube carré, quel type de tuyau? Quel type? Il ne veut plus rien savoir. Si tu lui dis, par exemple, ce portail, je te ferai ça à 350 000, il va quelque part, il entend 200 000. Il dit... aller de l'autre côté. Sans savoir. Or, le même portail, on peut faire ça à 200 000, on peut faire ça aussi à 500 000. Ça dépend de ce qui a été utilisé. Et de la qualité, surtout. De la qualité. Parce que même si on prend par exemple un tuyau, les prix du tuyau varient jusqu'à 5 000. Ça dépend de la qualité. Donc, quand on regarde ça, celui qui dit 200 000, il sait bien ce qu'il veut payer. Mais le client ne veut rien comprendre de cela. Bon, moi, en étant une entreprise qualifiée, je ne peux pas me permettre de faire de n'importe quoi. Près, en fait. Mais il faut aussi savoir que ça dépend de la poche du client. Il ne peut pas aller voler pour payer quelque chose qui le dépasse. Donc, je les explique, bon, telle chose, c'est à tel prix. Même vous voulez, je peux vous faire ça à tel prix. Là, vous savez ce que vous voulez commander. Mais bon, c'est vraiment difficile. Les clients n'acceptent pas ça. Et aussi, de côté des machines agricoles, compte tenu des prix des machines importées, c'est difficile pour nos transformateurs des produits agricoles de payer nos machines parce qu'ils trouvent que c'est un peu plus cher que les commander. Donc, le véritable problème, c'est le prix. Alors, le marché. Maxime, face à cette difficulté-là qu'elle rencontre dans son entreprise, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Quelle est la porte de sortie? D'accord. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut un plan de communication bien adapté. C'est très important pour une entreprise parce qu'elle est dans l'innovation aussi. Elle fabrique des choses. Elle a fabriqué des brouettes made in Benin de qualité assez solide. Ce n'est pas ce qu'on rencontre souvent. Ici, je vois même un lit pour bébé fait à base de tonneaux. Elle fait beaucoup de choses. Elle innove. Donc, une activité du genre, pour un chef d'entreprise du genre, elle a besoin d'un plan de communication et d'un accompagnement en matière de communication. Parce que si nous disons qu'il faut fabriquer des produits, qu'il faut consommer du local, et nous avons des gens qui ont le savoir-faire, qui ont la capacité, je crois que les meilleurs accompagnements qu'on puisse leur apporter, c'est vraiment les aider à trouver des marchés, des choses pareilles. Alors, et je crois que nous avons des gens qui, si on leur expliquait correctement de quoi il s'agit, si on leur montrait la différence, ces gens préféreraient la qualité. Mais à défaut d'avoir l'information, de savoir comment on peut procéder, eh bien, ils préfèrent aller prendre le moins cher et se rendre compte eux-mêmes que c'est un peu comme, je donne un exemple, une brouette qui fait à peine 1 mois, alors que tu en as qui peut faire plus d'1 an. Alors il vaut mieux ne pas changer la brouette chaque mois, il vaut mieux en avoir une seule qui est assez solide et qui dure longtemps. Donc, elle a besoin vraiment de communiquer, elle a besoin d'être accompagnée sur le plan financier pour prendre en charge un certain nombre de volets. Je crois que notre travail fondamental que nous avons à faire avec elle et nous souhaitons que la plupart des structures qui accompagnent l'entrepreneuriat puissent vraiment accompagner des initiatives du genre
et puisse l'aider dans ce sens et à obtenir les moyens financiers nécessaires pour aller sur de grands marchés. Encore qu'il y a des salons par ici, hein, de petits séjours, des tables à manger. Pas mal de choses qu'elle fait. Beaucoup de choses. Très beau. Hein. Je sais que vous avez vu quelques-unes des photos. Non, Oui, Martial. je voulais simplement compléter, prendre un petit bout de ce que Maxime disait. Il parlait d'accompagnement. Et elle, au début, parlait de ces bourses qu'elle recevait, quelles bourses lui permettaient de faire d'épargne. Mais si l'État ne doit pas tout perdre, l'État peut recenser, après installation de ces jeunes, les recenser et leur permettre d'aller à des marchés publics. Ça va permettre à l'État de ne pas perdre totalement ce qu'il a investi dans la formation de ces jeunes. Et ces jeunes, en même temps qu'ils sont en train d'émerger, vont donner quand même une image au pays. Et après, comme elle a dit, après les fabrications, on n'aura plus des made in autre pays. Donc c'est ça le problème. Donc ça demeure Made in Bénin. Oui. Merci beaucoup Martial, Maxime, merci. Hein. Le mot de la fin de Edna. Oui, Edna. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et j'exhorte beaucoup nos spectateurs qui sont des jeunes qui aimeraient entreprendre de le faire. C'est vrai que le côté de la difficulté pèse un peu plus au début que le bon côté de la chose. Faciliter les choses. Facilité, mais comme on le dit, le bonheur est toujours à la fin, non au début. D'accord. J'aime bien cette phrase-là. Et vous savez quoi? Il y a déjà un téléspectateur qui a besoin de vos services. Ça, c'est clair. Enfin, je ne sais pas s'il me permet de donner son nom, mais il dit, dites-lui que j'achète 10 brouettes chez elle, de me contacter. Il a laissé son numéro. J'ai des chantiers en cours de démarrage. Bon, c'est déjà un accompagnement. On va vous assez accompagner autant que pratique. faire se peut. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Edna, d'être venue. Je rappelle, vous êtes ingénieur en génie mécanique et énergétique, option productique. On va insister là-dessus. Il faut insister là-dessus. Merci beaucoup et puis du courage et puis à très bientôt. Merci à vous, chers amis. On se retrouve mercredi prochain. On marque une courte pause, le temps de retrouver Priska Deouba-Chabi et Angela Peja qui nous parlent aujourd'hui de l'alimentation pour personnes infectées au VIH. À tout de suite. Dans le cadre de la Semaine du numérique organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. Tous les Béninois qui ont souscrit à une activité de tontine ou qui ont épargné de l'argent auprès de l'établissement Africa's Corporate Negotiation and Investment Group, ACNI Group, Si Azongo, sont priés d'aller se faire recenser à la brigade économique et financière et produire les pièces justifiant leur dépôt au plus tard le mercredi 5 décembre 2018. Gilbert Ulrich Tobonon, le procureur spécial, a signé le communiqué. Voici l'opportunité pour vous de faire le choix des meubles de qualité supérieure fabriqués par le génie béninois. Participez à la foire du meuble 2018 d'ATC Industrie du Bois du 27 novembre au 13 décembre 2018 au Hall des Arts de Cotonou. Ne ratez pas cette aubaine. Dans le cadre de la Semaine du numérique organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la.
Alors, après cette belle expérience d'Edna Zimoncet, nous allons pouvoir maintenant donner la parole à nos amis téléspectateurs qui ont répondu à la question du jour. La question du jour, en quoi l'entrepreneuriat peut-il contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes? Beaucoup de réponses, je présume. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Ricardo, Loïc Kwekou, Serge Ayaka, bonjour. Bonjour. Comment Maurice. vous allez ce matin? Très bien, merci. Il y avait donc beaucoup de réponses à cette question du jour de ce mercredi 5 décembre 2018. Les internautes et les téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur les différents canaux. Je vais citer Facebook, Twitter, mais également WhatsApp. Je vais donner lecture de quelques commentaires, à commencer par ceux de Facebook. Et c'est Boniface Zongbossi qui, le premier, nous dit que la réussite dans l'entrepreneuriat entraîne nécessairement la réduction du chômage. Pour y parvenir, il faut encourager l'entrepreneuriat social par lequel la réussite est plus assurée, accompagner les entrepreneurs locaux à travers des politiques restrictives sur les importations, renforcer la capacité managériale des entrepreneurs. Ce sont là donc les clés de la réussite de l'entrepreneuriat selon Boniface Zongbossi. Isidore Hessou, quant à lui, nous explique que l'entrepreneuriat peut bel et bien résoudre le chômage, mais il suffit que l'État accorde des crédits aux jeunes entrepreneurs et le chômage pourra être réduit puisque beaucoup manquent de moyens pour entreprendre. Toujours sur Facebook, Branco Eric écrit: selon moi, la réponse à cette question est simple. Plus il y a du travail, plus il y a de l'argent. Et si parmi 30 jeunes, 15 arrivent à créer leur propre entreprise et qu'ils ont besoin du personnel pour leur entreprise, alors les 15 autres ont une chance d'être embauchés, ce qui réduit ainsi le taux de chômage. Nous restons toujours sur Facebook pour prendre d'autres avis et commentaires d'internautes sur cette question. Blaise Vaucourt nous dit: l'entrepreneuriat est la force la plus puissante pour résoudre le problème du chômage. L'entrepreneur qui entreprend un projet crée d'abord un emploi pour lui-même et ensuite les autres dans le même temps. Joël Mia nous dit: c'est une évidence que l'entrepreneuriat peut baisser le taux de chômage, mais quand les mesures d'accompagnement n'existent presque pas et qu'au lieu d'en créer, on surcharge les jeunes qui se lancent dans cette aventure avec les taxes et impôts à ne plus en finir, ça risque d'être difficile. Stéphane de Souza répond également par l'affirmative que l'entrepreneuriat est une solution au chômage des jeunes, mais il faut d'abord une jeunesse dévouée, décidée à prendre son destin en main et à l'État d'apporter un accompagnement au mouvement, écrit Stéphane de Souza. Carlos Dankpeso, qui a également écrit sur Facebook ce matin, nous dit que l'entrepreneuriat peut réduire le chômage si cela est pourvoyeur d'emploi des jeunes diplômés. Nous savons que l'État ne peut régler le problème d'emploi. Donc la seule manière est d'encourager les écoles qui forment pour l'entrepreneuriat et inciter les jeunes à cela. L'État également doit réduire la fiscalité pour les jeunes créateurs d'emploi. Nous allons maintenant sur Twitter, un seul commentaire de ce côté-là. Gounou Setonji Raymond l'a signé et il dit: beaucoup de jeunes finissent leurs études et attendent que l'État les recrute. Or, l'entrepreneuriat est la clé de la réduction du chômage des jeunes. Lorsque tu crées ton entreprise, tu deviens indépendant et puis tu engages d'autres jeunes et là, tu contribues à réduire le chômage selon Gounou Setonji Raymond. Deux autres commentaires pour terminer sur WhatsApp à présent. Tosso Roméo nous dit: sans des cellules de passation de marché équitables et fonctionnelles, l'entrepreneuriat ne peut permettre l'atteinte des objectifs tant espérés. Donc, il faut que chacun joue franchement son rôle sans tricherie, car de nos jours, l'exception est utilisée comme la règle. Et pour terminer, Daniel Ayelo Kokou Dassi nous dit: l'entrepreneuriat peut contribuer à résoudre le chômage des jeunes si et seulement si le jeune entrepreneur a les moyens ou bénéficie d'appui technique et financier pour concrétiser son projet. Les idées d'entreprise ne manquent pas, mais les financements n'existent pratiquement pas. Sinon, le peu de jeunes qui entreprennent participent déjà à la réduction du chômage des jeunes et de surcroît à la pauvreté. Il faut vraiment une politique réelle de l'accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes pour le bonheur des jeunes et des peuples
en général, conclut Daniel Ayelo-Djokofu d'Assi. Merci Maurice Tantan, on vous retrouve tout à l'heure? Tout à l'heure, oui. D'accord, allez, merci, à tout à l'heure, revenez vite. On installe maintenant Angela Kweja et Priska Deou-Bachabi dans nos assiettes, toutes les deux aujourd'hui. Elles nous parlent de l'alimentation pour personnes infectées au VIH. Voilà, donc on parle avec Priska Deou-Bachabi, Angela Kweja, donc du type d'alimentation pour une personne infectée au VIH-Sida. Vous le savez, nous en parlons donc depuis lundi. On a célébré cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, c'était le 1er décembre. Aujourd'hui, Angela Kweja se propose de revenir maintenant sur l'alimentation qu'il faut pour une personne infectée au VIH-Sida. Angela, vous êtes très charmante. Bonjour. Ah, merci beaucoup. Et quand vous avez la banane, moi, je suis très contente. Parce que la banane, elle est belle. Hein? Ah, bah oui. Puis... ça donne de l'énergie. Ah oui, beaucoup. Ouais, ouais. Mais Serge... C'est pas Serge qui dira le contraire. Jamais. Ça va? Très bien achevé hier, mais bon. Mais pourtant, vous êtes toute sublime ce matin. On va continuer. Bien sûr. Toutes mes salutations les plus chaleureuses à vous qui nous avez choisis. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. 1er décembre, date choisie pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le VIH au sida. Nous vous proposons cette fois dans la rubrique dans nos assiettes, donc les aliments importants pour les personnes séropositives. Priska Deou-Bachabi, fidèle au poste, est avec nous, nutritionniste, diététiste. Elle nous dira tout sur le sujet. Bonjour Madame Deou-Bachabi. J'ai appris ce matin en fait que ce n'est pas Deou, c'est Deou. Voilà. C'est M. Moussa qui vous l'a dit? Non. Ah, Bonjour Priska, bienvenue. Non, c'est Deou. Non. Bon, d'accord. Bien. C'est Deou. D'accord. Alors, est-ce que l'alimentation d'une personne séropositive doit être différente pour autant de celle de la personne non infectée? Effectivement, un malade déjà séropositif ou bien qui a contacté le virus, on voit déjà qu'il y a baisse d'immunité chez ce dernier. Là, l'alimentation doit être différente par rapport à une personne qui est normale. Comme ça, nous devons renforcer ses besoins en énergie et puis ses besoins en protéines et puis en sels minéraux qu'on consomme. Je dis renforcer ses besoins en énergie, c'est-à-dire il faut favoriser un apport plus que en féculents, plus que chez une personne normale. Avant, nous disons que chez une personne normale, il faut environ 50% de glucides, 20 à 30% de protéines et 20% de lipides. Mais chez celui qui est malade ou bien contacté du VIH, on peut aller jusqu'à 60% d'apport en féculents parce que, vous savez, souvent ce sont des malades qui présentent un état de dénutrition, voilà la cachexie. Et c'est pour prévenir cet état de dénutrition qu'on apporte assez des apports en énergie, des apports en aliments énergétiques, c'est-à-dire les féculents, tout ce qui ressemble à la pâte, le riz, les nouilles, tout. Je précise que le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine. Donc, quand une personne est infectée par ce virus, ce sont ses gendarmes, sa défense naturelle qui est mise à mal. C'est bien ça. Et à cause de cela, vous dites que cette personne-là va parfois souffrir de dénutrition, va perdre en immunité et donc il va falloir renforcer son alimentation du point de vue énergétique. Alors, quels sont donc les aliments pour rester pratiques que ces personnes-là doivent privilégier par rapport aux autres? Mais avant d'aborder les aliments, ce n'est pas seulement au niveau des apports énergétiques. Ah, d'accord. Surtout pour renforcer l'immunité, parce qu'une fois le virus est à lui, il attaque, comme vous l'avez signalé, les gendarmes, il diminue l'immunité. Là, il faut renforcer son apport en protéines.
Pour une personne qui est normale, il lui faut 0,8 grammes par kilo par jour qu'il faut repartir selon les aliments. Mais pour celui qui est PVVIH, il faut aller jusqu'à 1,2 grammes de protéines. Et nous privilégions souvent les protéines animales que les protéines végétales, parce que les protéines végétales, ça regroupe tout ce qui est légumineuse et consort. Et une fois quand ils font les troubles gastro et duodénales avec les candidoses buccales, des fois, les légumineuses, la digestion est un peu lente et ça peut agir aussi dès qu'ils ont la diarrhée, les diarrhées chroniques. On ne leur conseille pas trop les protéines végétales, on conseille les protéines animales, genre il faut racher la viande de poulet ou bien la viande de bœuf, rendre ça molle pour laisser ça, l'assimilation, que ça soit rapide pour que la digestion ne soit pas bien. Mais si privilégier que c'est des protéines végétales, il faut rendre ça en poudre, c'est-à-dire les farines de soja, les farines du haricot ou bien du vanjou, notre chose là, communément appelée doré, quand ils mangent avec, ça là c'est rapide, assimilable pour l'organisme. Mais il faut qu'on sait. Vous avez dit tantôt quels sont les aliments qu'il faut privilégier, j'avais abordé. Maintenant, il faut éviter les aliments trop épicés. C'est-à-dire, il y a le piment, le poivre et comme ça. J'allais vous en demander de toutes les façons les interdits. Là, vous savez, ils sont susceptibles de développer les candidoses buccales. Une fois qu'on ajoute assez des épices là, ça augmente la douleur et n'arrive pas à digérer. Et c'est de là que d'autres commencent à dire, je ne veux pas manger, je n'ai pas faim. C'est pour éviter la douleur. Donc, il faut éviter l'apport assez d'épices dans leur repas. Aussi, les fruits, vous savez que les fruits sont riches en sucre et puis en fibres. Voilà qu'ils développent déjà des diarrhées chroniques. Or, voilà que les fibres accélèrent le transit intestinal. Là, il faut réduire la consommation des fruits peut-être à un seul fruit par jour au lieu de 2 à 3 fruits par jour. Il faut réduire. D'accord. Alors, par rapport à la quantité, doivent-ils manger plus que les personnes non infectées, puisque, bon, moi j'ai ouï dire que le traitement va parfois leur creuser l'estomac. Non. Ils vont manger de façon fréquente, mais de petites portions. Ils peuvent aller jusqu'à 5 repas par jour, mais à de petites portions parce que, vous savez, ils ont déjà des troubles. On ne peut pas trop charger l'estomac. Mais à force, si on charge, ils finissent de manger avec les antirétrovirus. Ils ont un effet qui leur donne des fringales. Là, ils mangent de façon très fréquente. Là, il faut entrecouper les repas de petits morceaux et très assimilable pour l'organisme. Alors, donc, si je prends une dame qui est séropositive et qui est enceinte, comment est-ce qu'elle va se nourrir? Comme vous avez dit, ou il y a une particularité? D'abord, il y a d'abord le fœtus qui est là, qu'il faut renforcer l'apport en nutriments pour le fœtus, donc il a besoin. Elle aussi, il faut renforcer son apport en énergie. Donc là, on double l'apport jusqu'à 35% de l'apport quotidien. Donc, si la femme enceinte, elle doit avoir besoin de l'apport en énergie jusqu'à 210 kilocalories par jour. On peut excéder jusqu'à 270 pour nourrir le fœtus, pour éviter un faible poids de naissance et elle aussi pour éviter qu'elle fasse une dénutrition au cours de la grossesse. Et parce que la dénutrition peut donner aussi l'anémie. Donc, il faut éviter, on va jusqu'à 270 kilocalories pour la femme enceinte. D'accord. Et même la femme allaitante aussi. D'accord. Donc, après, quand elle doit allaiter son bébé, ce n'est pas évident toujours qu'elle allaite, non? Comment est-ce qu'on fait? Elle a le choix. Si elle a choisi l'option d'allaiter son enfant, elle ne doit plus lui donner le lait de vache. Elle fait ça pendant 6 mois. Mais si elle a l'option, elle a les moyens de lui donner le lait de vache, elle ne doit plus allaiter son enfant parce que si elle utilise à la fois le sein et puis l'allaitement, vous savez que le lait de vache, c'est riche en des protéines, ça peut créer des nécroses au niveau du tube digestif. Éviter le tube digestif du bébé. Et là, le virus peut pénétrer
Même en étant qu'elle soit protégée avec les antiviraux, le virus peut protéger. En fait, c'est l'allaitement mixte qu'on refuse. On refuse. Ça. Soit l'un ou l'autre. Voilà. C'est ça. D'accord. Pour protéger en réalité l'enfant, le bébé. Voilà, on a essayé de faire rapidement le tour de la question. On a parlé de la femme enceinte séropositive, de l'enfant né de mère séropositive, et nous avons parlé des personnes tout simplement qui vivent avec le VIH-Sida et qui doivent donc avoir des aliments qui protègent leur immunité, c'est bien ça, et les aliments énergétiques. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Votre Serge, je parle à Angela là, Serge. Serge, vous avez remarqué la tresse d'Angela? Serge ne veut pas étaler son bonheur ici. Merci. My God. Allez-y comprendre quelque chose, chers amis téléspectateurs. C'est pas moi qui le dis. À qui c'est? À ma belle-mère. D'accord, c'est bon. Allez, merci. Moi, je vous parle de votre tresse et vous me parlez de Serge. Merci, Prisca. Madame Bachavi, merci. Allez, on va faire du sport à présent. C'est avec Hospice Metoli. Hospice Metoli, bonjour. Bonjour Serge qui sourit, bonjour Ricardo. Allez, mais Messi n'a pas le ballon d'or, hein, donc je ne sais pas pourquoi vous souriez. Oui, mais l'autre non plus, donc ça va. Donc ça va. Ça va. Tant que l'autre aussi ne l'a pas. Oui, ça va. Bon, puisque l'autre est du Real Madrid, de toutes les façons. Allez, on parle essentiellement vite alors Ligue 1 ce mercredi. Le dimanche dernier, Soleil FC. Soleil FC a rejoint la JSP au classement. La jeunesse sportive de Paubert pour définir le sigle. Victoire de Soleil 2-1 au stade René Pleven. Hugues Zinsouzuno, Issa Mondou était au commentaire. Et c'est parti pour ce coup d'envoi. Vous aurez le temps de revenir sur tous ces détails. On ne va pas rater quand même le coup d'envoi de cette affiche entre l'équipe de Soleil. C'est vrai qu'il y a des équipes qui sont restées au repos, mais on retient globalement qu'on joue la 5e journée, même si toutes les formations ne jouent pas, la 5e journée de ce championnat. Et le ballon de Shakirou Agbo, qui a essayé de trouver son partenaire le plus proche, et ballon en profondeur. Un ballon qui va sortir et qui va filer tranquillement en touche au profit des jaunes de la JSP. La JSP est en jaune et l'équipe de Soleil est en violet. Coup franc à suivre. On joue exactement la 20e minute. 20e minute au stade René Pleven. Coup franc pour les joueurs de Soleil FC. Ils sont dessus ce ballon. Moustekim. Et puis Sénan qui va exécuter le coup franc. Moustekim. Ouverture du score. 20e minute. Soleil 1, JSP 0. Superbe coup franc tiré par Moustekim qui fait la différence et qui permet à l'équipe de Soleil FC de mener 1-0 au stade René Pleven devant la JSP. Du spectacle tout simplement. Il pousse un peu trop son ballon, et il va tomber tout seul. Penalty, estime l'arbitre de la partie. Est-ce qu'il y avait penalty ou pas? On va revoir tout ceci. De toute façon, c'est allé très vite dans cette partie. Et la faute sur Mattei, alors qu'il avait perdu le ballon, ils étaient 3, 4, voire 5 dans cette surface de réparation de Soleil FC. On revoit ce geste. Est-ce qu'il y avait penalty? Franchement, c'est vraiment... J'ai des doutes parce que on voit que le défenseur, il touche le ballon. Effectivement. Et lui vient de derrière, il touche le défenseur. Voilà. Issa. On revoit l'action justement et vous voyez un peu le défenseur justement qui arrive à jouer le ballon. Il y a penalty. Il y a quand même le pied. Je crois. Non, sur cette deuxième réalisation,
On va revoir et ça va faire polémique. Ça fera débat également sur le plateau entre Hospice Métoli et Amégan. Égalisation, un but partout entre l'équipe de Soleil FC et celle de la JSP. La JSP qui égalise et le réalisateur ne lâche pas le buteur, l'égalisateur du but de cette formation de la JSP. On parlait du pénalty, on parlait de la polémique. C'est Émilien Sauton qui a égalisé pour l'équipe de la JSP. Un but partout au thème de 25 minutes de jeu. Allez, on dira tout simplement, on parlait justement de cette équipe de la jeunesse sportive de Paubert, eh bien, qui a la capacité de réagir, bonne réaction, on dira, allez, qu'il y ait pénalty ou pas, l'essentiel. Non, pour moi, sur le deuxième ralenti que nous balance la réalisation, que nous balance nos techniciens, si on peut revoir, je crois que sur le premier ralenti, pour moi, j'étais rassuré qu'il n'y a pas pénalty, mais on voit quand même que son pied va crocheter un tout petit peu l'attaquant de la JSP. Allez. Malheureusement, c'est qu'il y a contact dans cette surface de réparation. L'arbitre de la partie est obligé de siffler un pénalty. Diallo, il me plaît très bien ce Diallo. Diallo qui garde le contrôle du ballon. Un peu comme les tournois de petits camps au quartier. Ils sont habitués à jouer. Biocha Biodo, le but dans le but vide. 2 buts à 1, mérité, amplement mérité pour cette équipe de Soleil. Ils ont joué en équipe, ils s'entendent, ils se complètent, ces gamins. Et c'est tout simplement beau. 2 buts à 1 en faveur de Soleil. Devant la JSP, le stade est en effervescence. Effectivement, Igyazi Suzuno, le stade qui est pratiquement en effervescence. Le public est debout pour saluer, on va dire, non seulement ce but, mais surtout sa réalisation. Une très belle combinaison entre les joueurs de Soleil FC qui a abouti à ces buts du nouvel entrant, Benjamin Kengan Onkun. On dira également très beau coaching gagnant pour Bidé Jonas. Et donc, juste après, il faut nous proposer la réaction d'après-match des coachs, des entraîneurs. Oui, c'est vrai, j'écris très mal. Vous écrivez vraiment mal. Principalement le coach Jonas Bidé de Soleil. 3 points, on vient de l'avoir. C'est bon pour le moral. Selon moi, il y a eu pas mal de déchets qu'on doit corriger. Et trop d'imperfections sur le terrain. Donc, et pour l'instant, le moral est au top. On va continuer à travailler les lacunes pour arriver à bon port. Coach, vous perdez cette rencontre avec une équipe qui a montré deux visages. Vous aviez dominé la rencontre, mais il y a toujours ce problème de réalisme. Voilà, sans vous mentir, les enfants ont produit un beau football en première partie. Et ils n'ont pas respecté la consigne en deuxième mi-temps. C'est ça qui a créé le deuxième but. Puisque ce qu'on les a dit de faire, réellement ils n'ont pas pu faire ça. C'est ça qui a créé le deuxième but. Alors donc il y a des choses à corriger de votre côté? Bien sûr, il y a plein de choses. Vous avez vu que c'est des jeunes joueurs. Non, mais il est trop jeune. Allez, non. Un entraîneur, ça demeure un entraîneur. Non, mais il est trop jeune. Allez, il y a quand même cette grosse actualité, finalement. Est-ce que les écureuils U20, ils seront à Lomé pour le tournoi de l'UEMOA? Serge Yaka, je vais vous faire tout simplement le film de la situation du début jusqu'à la fin. Il faut noter qu'il y a une lettre de l'UFOA signée du secrétaire général Akam Malam évoquant une IRM qui sera réalisée à Lomé à l'arrivée des délégations pour le tournoi. C'était bien sûr le samedi. Le dimanche, une correspondante de la fédération adressée à l'UFOA s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, une correspondance qui déclarait le forfait du Bénin. Le secrétaire général signataire de la correspondance expliquait que ce forfait dû à la difficulté du Bénin, de la FBF, à inscrire l'ensemble des joueurs sur la plateforme de l'UFOA. 14 seulement sur les 20 ont pu être inscrits
précisait la correspondance. Selon nos sources à la fédération, Akamalam de l'UFOA aurait demandé à la FBF de faire le déplacement de Lomé si ce n'est que cette question d'inscription des 6 recalés par la plateforme, expliquant que le souci est au niveau de l'UFOA pour ce qui concerne la plateforme. Dans la même soirée du dimanche, un autre courrier de l'UFOA faisait descendre tout simplement la pression. L'IRM annoncé pour Lomé était un canular selon Akamalam. C'est juste abus dissuasif. Pour moi, c'est un commentaire personnel, c'est une bêtise de l'UFOA d'agir de la sorte parce que ça ne crédibilise pas l'institution. Et on sait tout simplement que sur un sujet de plus de 17 ans, il est impossible de réaliser l'âge osseux parce qu'il n'y a pas d'IRM possible pour donner l'âge osseux d'un sujet de plus de 17 ans. Donc, il ne fallait pas tout simplement dire ce qui est impossible pour dire qu'on veut dissuader. C'est mon avis. Je poursuis le récit, Serge. On apprenait dans la même après-midi que le Bénin pourrait finalement rejoindre Lomé pour le tournoi, quitte à inscrire les 6 derniers sur place à Lomé, puisque le SG Akamalam disait que c'était possible à Lomé. Le lundi, cela s'est confirmé avec départ prévu pour hier mardi. Finalement, à quelques heures du départ, la nouvelle tombe. Il n'y aura plus de voyage pour les U20 du Bénin sur Lomé. Noumovier et partenaires ne pourront plus faire le voyage. Une décision, selon nos sources, de l'autorité de tutelle. Les raisons, nous les ignorons pour l'instant, Serge. Une certitude, jusqu'à l'heure où je vous parle, le Bénin ne sera pas à Lomé. Un coup dur pour tout simplement ces jeunes, un coup dur pour le sport béninois, tout simplement, parce que c'est une occasion d'exposition de ces jeunes talents, Noumovier et consorts, du côté de Lomé, parce qu'il y aura des recruteurs. Et pour finir, psychologiquement, pour ces garçons, il faut le dire, il faut pouvoir tout simplement les remobiliser, parce que psychologiquement, c'est un coup dur. Ben ouais. De toutes les façons, on sait que l'autorité aussi a dû mesurer tout avant de prendre sa décision. On aura certainement les raisons dans les heures à venir qui ont motivé ce choix. C'est sûr que ça n'est pas sur un coup de tête, j'en suis persuadé. Merci. Que le ministre puisse nous expliquer les choses. Merci beaucoup, Hospice. À demain. Merci, à demain. Allez, on va maintenant lire les journaux et puis il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous. Lui, c'est Bill Aguiar. William Aguiar, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Bill. Allez, diplomatie, comme annoncé, la présidente de la République d'Estonie est au Bénin. Oui, et Kerti Kaldjulaïd est au Bénin pour le développement du numérique, précise l'événement précis, qui ajoute que la présidente de l'Estonie est à Cotonou pour 3 jours. Elle a été accueillie à l'aéroport international Cardinal Bernardin Rantin de Cotonou par le ministre des Affaires étrangères. Un tête-à-tête est d'ailleurs prévu pour ce matin entre elle et le président Patrice Talon. La presse du jour détaille l'agenda de l'hôte du Bénin et écrit que la diplomatie offensive de Talon continue de payer jusqu'au terme de sa visite au Bénin. Et il sera procédé à la signature formelle du contrat sur la mise en œuvre du cadre d'interopérabilité gouvernementale ISROAD. La priorité ajoute qu'avant son départ, l'hôte du Bénin et sa délégation, notamment les opérateurs économiques qui l'accompagnent, auront une table ronde avec leurs homologues du Bénin. Le meilleur parle d'une autre rencontre majeure du programme de la présidence d'Estonie au Bénin. Il s'agit d'un panel sur l'importance du numérique dans le développement à Semen City. En somme, la visite au Bénin de Kerti Kaldjulaïd est d'un grand intérêt pour le Bénin. Croit savoir le potentiel qui écrit que Patrice Talon enclenche ainsi une diplomatie de développement. Et puis, William Aguiar, dématérialisation pour l'obtention du visa d'accès au Bénin. Vous nous dites que les efforts de Patrice Talon sont récompensés au plan continental. De la 27e place, le Bénin passe premier et crée le potentiel. Le Bénin est ainsi le premier pays le plus performant du rapport 2018 de l'indice de transparence des visas en Afrique, avec un accès sans visa ou visa à l'entrée aux Africains de 100% contre 33% en 2017 et 30% en 2016. Les efforts du chef de l'État sont ainsi récompensés et créent l'autre vision de la 27e place. À la première, c'est un bond spectaculaire qui surclasse tous les autres pays du continent. Ce bond, écrit le rédacteur de l'article, témoigne de la pertinence des réformes engagées par le régime du nouveau départ pour faciliter l'entrée sur le territoire béninois
aux ressortissants africains. En clair, précise la priorité, l'analyse des rapporteurs porte sur les conditions fixées par chaque État membre de l'Union africaine envers les citoyens des autres États pour obtenir un visa et passer les frontières. Et puis vous nous dites pour finir qu'avec le démarrage en 2019 du volet assurance maladie du projet Arche, c'est la prise en charge des plus vulnérables qui devient une réalité. Oui, c'est le quotidien Libération qui l'affiche d'emblée et ajoute d'ailleurs que Talon est à fond dans le social. C'est un social grandeur nature et crée la priorité qui précise que pour la phase d'expérimentation, 3 zones sanitaires sont prises en compte, à savoir Abomey-Calavi, Soava, Dassa, Zomé-Glazoué, ainsi que Djougou à Kekopargo pour le matin. C'est un gros soulagement pour les populations pauvres. Des populations pour qui trouver les moyens pour se soigner constitue un gros casse-tête. L'assurance maladie pour les pauvres n'est plus une illusion, rassure le potentiel. Talon est social. La phase pilote est validée. Quand l'idée fut distillée dans l'opinion, écrit le journal, beaucoup s'étaient illustrés tels des incrédules, mais à l'épreuve, peut-on lire dans les colonnes de ce quotidien, et ils seront obligés de se rendre à l'évidence des faits. Et c'est le côté social du chef de l'État qui se révèle aussi ainsi aux Béninois, conclut mon confrère. Merci à vous, William Aguia. Merci pour cette revue de presse. On vous retrouve déjà quand? Lundi. Lundi. Allez, merci, bonne journée à vous. On vous retrouve donc lundi, mais on se retrouve tout à l'heure à la rédaction. D'une revue à une autre, on va recevoir très rapidement Maurice Tantan pour la revue du web. Maurice Tantan, ça va? Ça va très bien. Vous êtes de retour et vous nous parlez de quelqu'un qui a beaucoup d'argent et il est très jeune, c'est un gamin de 8 ans. Oui, il s'appelle Ryan et il est le YouTuber le mieux payé dans le monde. Ryan, il est un jeune Américain qui est en tête des YouTubers les plus riches selon un classement du magazine Forbes publié lundi dernier. Avec sa chaîne gérée par ses parents, il a généré la somme de 22 millions de dollars en un an grâce à des recettes publicitaires. Il faut dire que sa chaîne Ryan Toys Review est la chaîne la troisième chaîne la plus populaire sur YouTube, et sur sa chaîne, le jeune garçon ne fait que tester des jeux vidéo, comme vous pouvez le voir à l'écran, des jouets, pas des jeux vidéo, des jouets, et aussi il présente des aliments pour enfants. À ce jour, la chaîne de Ryan totalise 26 milliards de vues, 17 millions d'abonnés et 1225 vidéos mises en ligne. Cependant, le succès de Ryan n'est pas sans controverse. Ces publications reçoivent un nombre impressionnant de commentaires négatifs, car de nombreux internautes considèrent cela comme de l'exploitation parentale, alors qu'il existe un énorme vide juridique en ce qui concerne le travail des enfants sur le web. D'accord. Allez, devenez youtubeur. Il est bon, tout simplement. Oui, c'est une recette qui marche selon aussi l'environnement géographique. Vous qui êtes le président des blogueurs au Bénin, ça peut se faire? Ça peut se faire, mais il faut voir que le marché n'est pas aussi grand que les États-Unis. Les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants et c'est une grande société de consommation. Ce n'est pas exactement la même chose qu'ici. D'accord, merci Maurice Tantan, et bravo à ce jeune. 8 ans. Oui, en même temps, vous voyez, il y a des questions éthiques qui se posent. Oui, parce que c'est un enfant, sa scolarité est sûrement... C'est assuré. Sa mère a dû laisser son travail de professeur pour s'en occuper. Bon, d'accord. Allez, Maurice, merci, bonne journée. Merci Maurice, à demain. Oui, et nous aussi, on a terminé pour aujourd'hui. C'est le numéro 558, c'est fini. Mercredi 7 décembre, merci d'avoir été là. À demain, 5 sur 7. Dans le cadre de la Semaine du numérique organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique.
Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. J'ai dit au gars de la boutique Canal+, tu m'as reconnu. C'est pour ça que tu me fais un prix, hein? Et le gars me dit, pas du tout. C'est le nouveau prix. Et je lui demande, il y a tous les programmes dedans. Et il me regarde et il me dit, il y a tout dedans. Et je lui demande, est-ce qu'il y a la HD dedans? Et il me dit, mais oui, c'est aussi dedans. Et oui, il y a tout dedans. Pour l'incroyable Noël de Canal+, le décodeur HD passe au prix exceptionnel de 5 000 francs, avec plus de 20 grandes chaînes en haute définition. Et en plus, la parabole est offerte. N'attendez plus, abonnez-vous vite. Il y a tout dedans. Hey, Nyamche, je te jure, c'est toi qui as raison. La dame là, c'est une Akobano. Tu te prends ta moto, fuis d'ici avant que la police n'arrive. Ne fais pas ça. Ta moto est assurée, non? Oui. Alors pourquoi avoir peur si ta moto est assurée? Madame, même si sa moto est assurée, c'est lui qui doit d'abord dépenser avant que l'assurance n'arrive. C'est bon, c'est vérifié. Votre moto est assurée. Nous nous occupons déjà de la victime. Vous n'avez aucun franc à dépenser. Aucun franc? Avec une modique somme par an, j'assure ma moto et je suis rassuré. Un accident ne prévient pas. Assurer sa moto, c'est un devoir citoyen. Ceci est un message du ministère de l'Économie et des Finances. Dans le cadre de la Semaine du numérique organisée par le ministère de l'Économie numérique et de la Communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la.